Les tableaux de loge anglais, émulation, sont en 3 dimensions. Et souvent, les tableaux de loge continentaux sont en 2 dimensions. Alors, pourquoi cette perspective supplémentaire sur les tableaux émulation et pourquoi cette simplicité sur les tableaux continentaux? Déjà, 1801, les Anglais se servaient des images tridimensionnelles. Oui. Après, John Brown, vers 1800, il utilise également la tridimensionnalité, mais cette fois avec couleur, ce qui était révolutionnaire à l'époque, presque. Par contre, c'est pas vrai tout à fait de dire que les tableaux français sont toujours deux-dimensionnels, parce que on a ici le tableau français de 1821, Tuileur de Delaunay, le premier degré, qui est en monochrome, mais qui est tridimensionnel quand même. Aujourd'hui, les tableaux français, on a tendance plutôt d'être bidimensionnels. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être que les Français veulent plutôt euh, 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 enseigner leurs élèves que de montrer des belles ouvrages artistiques, je ne sais pas. Mais de toute façon, je crois qu'il y avait à l'époque 1800 une certaine concurrence entre les artistes anglais qui voulaient vendre leurs tableaux de loge et qui ont fait les plus belles possibles. Une grande partie de votre ouvrage travaille surtout sur les tableaux de loge émulation. Au premier degré, John Harris nous fait un très beau tableau en couleur en 3 dimensions et je vois apparaître une pierre suspendue sur un trépied qu'on appelle chèvre dans le métier avec une louve. Alors, pourquoi cette apparition que l'on retrouve rarement sur les autres tableaux continentaux? Vous savez, la franc-maçonnerie est un système allégorique, c'est fluide et sans dogme. Et donc, je prends comme exemple le fait que les colonnes B et J, alors sur les tableaux français, la colonne B est à gauche en voyant le temple de l'extérieur, tandis que le rituel émulation dit que la colonne B est à gauche regardant de l'intérieur à l'extérieur. Donc c'est à l'envers. C'est peut-être pourquoi nous roulons à gauche et vous à droite, je ne sais pas. Mais c'est de toute façon une de ces idiosyncrasies qui entrent dans les différences anglais-français. Et puis, la pierre suspendue, c'est une chose très intéressante parce que sur le tableau de Harris de 1845, on a en bas à gauche, on a une illustration d'une pierre suspendue sous un trépied. Et puis là, c'est très intéressant parce que c'est conçu par Harris pour donner une image de force. Et il y a une lecture de émulation qui dit, c'est très intéressant, euh, si vous souhaitiez donner à votre fils un nom maçonnique, comment s'appelleriez-vous? La réponse, Louveteau, fils de la Louve. Question, que signifie Louve? Réponse, la force. Question, comment est-ce symbolisé dans nos loges? Par certaines pièces de métal encastrées dans une pierre par un assemblage en queue d'aronde et formant un crampon.
combiné avec certains dispositifs mécaniques, tels qu'un système de poulies qui permet aux maçons opératifs d'élever sans grande difficulté de lourdes charges à une certaine hauteur et de les fixer sur leur base. Le louveteau étant le fils de maçon, quel est son devoir envers ses parents âgés? De supporter le fardeau des difficultés quotidiennes dont ils doivent être déchargés en raison de leur âge, de les aider dans les moments de besoin et de rendre ainsi la fin de leur jour heureuse et exempte de soucis. Quel est son privilège en agissant ainsi? D'être reçu maçon avant toute autre personne, si digne et si méritante soit-elle. Donc, c'est enfin, une pierre polie, comme ça, fini, cubique en Angleterre, pas pyramidale comme en France, mais cubique. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut, bien sûr, construire des bâtiments, mais cette louve et ce trépied montrent très clairement et d'une façon aussi allégorique pourquoi on a à lever les fardeaux lourds, etc., etc. Alors, l'allégorie est très claire. Hein? Quand on est au deuxième degré, il y a un escalier tournant sur les tableaux de Harris. Et, on voit que dans les tableaux, d'autres tableaux, l'escalier tournant, il commence parfois au nord, parfois ailleurs. Pourquoi? J'ai jamais vu un tableau montrant l'entrée sur la côté nord. Jamais vu. Par contre, Harris, avec son tableau de 1845, a fait une grosse erreur. Vous voyez dans une des illustrations qui suivent que les compagnons entrent par la côté sud, ils tournent à gauche, l'escalier tournant tourne à gauche, et donc par 90 degrés, vers quoi? Vers l'ouest. Il faut, évidemment. Il l'a corrigé avec son tableau de 1849 en faisant que l'escalier tourne non pas par 90 degrés, mais 180. Donc, en arrivant au sommet, les compagnons sont orientés vers l'est. C'était C'est mieux. plus juste. Alors, au degré 3, il utilise Oui. un alphabet maçonnique. Et alors, j'ai essayé de le décoder. Et moi, naturellement, je lisais de gauche à droite, puisque c'est ce que les Occidentaux font habituellement. Je ne comprenais pas. Et j'ai découvert que, en fait, Harris, il utilise l'alphabet en sens inverse. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil à l'hébraïsme ou pas? Je ne sais honnêtement pas. Euh, je crois que c'était conçu plutôt pour confondre les non-maçons. D'accord. C'est bien possible que ça suit la, la coutume hébraïque, oui. Mais je crois que c'était plutôt tout simplement pour confondre les non-maçons. D'accord. Il y a la partie finale de votre ouvrage qui parle des tableaux hors Angleterre, et il y a de très très belles créations. Il y a des tableaux du droit humain qui sont extraordinaires, et puis vous parlez aussi des tableaux du Nouveau Monde. Alors j'aimerais que vous nous disiez un petit peu quels sont les symboles les plus marquants et les plus différents. Toutes ces allégories sont communes euh, à la France, Angleterre, Allemagne et États-Unis. Joug à 24 pouces, pierre brute et polie, points cardinaux, pavés mosaïques, soleil, lune et étoiles, équerre et compas ensemble et bordure d'anglais sont tous communs. Par contre, unique en France, loupe dentelée, mais Allemagne aussi parfois, mais c'est surtout la France. Hein.
La pierre cubique à pointe, c'est tout à fait quelque chose de française. Fenêtre Orient, Occident et Midi. Jamais vu dans les autres plans tracés, tableaux de loge. Unique en Angleterre, l'encre, échelle de Jacob, mais aussi dans les États-Unis. Foi, espérance et charité, et point dans le cercle. Et unique aux États-Unis, c'est très important ça, l'œil qui voit tout, comme bien qu'on voit ça dans, par exemple, le droit humain en France. Hein. Aussi aux États-Unis, le livre des constitutions, peau d'encens, cœur et épée ensemble, et sablier ailé. Le sablier ailé, il y a une belle explication pour ça, mais c'est peut-être trop long pour notre interview ici. D'accord. Vous faites quelle différence entre symbole et allégorie? Les symboles, on peut les faire peindre, sculpter, n'importe, mais il reste ça, symbole. L'allégorie, c'est ce qu'on tire du symbole. On a, par exemple, pour donner un exemple très simple, pierre brute, pierre polie. Voilà. Alors pour nous, comme francs-maçons, c'est un aspect de développer notre caractère, de développer la moralité, que ça ne soit pas gros, que ça soit fine et parfaite. C'est une allégorie très simple. Une autre qui est très puissante pour les Anglais, mais uniquement pour les Anglais, le point dans le cercle, Oui. emblème de connaissance de soi, d'aller très très profond dans le soi et découvrir, comme Vitrio, rectificandoque occultum lapidem, pour trouver la La pierre pierre cachée. cachée. Et nous, ce symbole-là, le point dans le cercle, c'est ça. D'accord. Chercher notre pierre cachée. Juliane, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Bravo pour cet ouvrage qui est richissime et qui explique d'une certaine manière pourquoi les artistes préfèrent l'allégorie au symbole parce que c'est beaucoup plus subtil pour en faire une démonstration. Et à très bientôt. À très bientôt, Jacques. Merci.